Ok, alors, welcome back. Donc, on avait vu la dernière fois, en fait, on avait résolu la question du spectre du hamiltonien. Donc, je vous rappelle, pour un oscillateur harmonique, le hamiltonien est celui directement hérité du hamiltonien classique, avec ici 1,5 de kx2, mais qu'on avait préféré noter 1,5 de m-2 x2. Pour faire simplement sortir, bien sûr, la masse de la particule qui est déjà ici, et puis la pulsation propre de l'oscillateur harmonique. Donc, c'est un potentiel très générique qui se caractérise donc uniquement par cette fréquence propre. Donc ensuite, on avait introduit des grandeurs pour dimensionner, enfin pour adimensionner les quantités. Donc on avait introduit x0 qui était racine de h bar sur m oméga, et p0 qui était en fait h bar sur x0, c'est-à-dire racine de h bar m oméga. Voilà. Et à partir de ça, on avait donc construit les grandeurs adimensionnées, p qui était simplement p sur p0, et x, j'avais mis des tildes donc pour les grandeurs adimensionnées, x sur x0, voilà. Et ensuite, on avait introduit, donc ça c'était la clé de la résolution du problème, on avait introduit les opérateurs qu'on appelle les opérateurs d'échelle, a qui est donc x adimensionné, de sorte que a est sans dimension, plus p alors sur racine de 2, plus ip sur racine de 2, et a croix, bien sûr, l'opérateur adjoint de a, donc qui était, alors x croix c'est x, x est un opérateur auto-adjoint, le i devient moins i, et le p reste p, voilà, sur racine de 2. Donc bien sûr, on peut inverser ça et écrire x en fonction de a. Tiens, d'ailleurs, je vais le faire, puis je vais peut-être me mettre là parce qu'on aura besoin un moment. Donc x tilde, ça va être, alors comment j'obtiens ça? Si je fais a plus a croix, ça va me faire 2 sur racine de 2 fois x, donc x c'est a plus a croix sur racine de 2. Oups. Et p, donc, si je fais a moins a croix, j'obtiens racine de 2 fois i, donc je vais avoir moins i sur racine de 2, a moins a croix, enfin, ou comme ça, moins i, enfin, je sais pas, comme ça, ok. Bon, c'est juste un changement d'opérateur, correspondant à un changement de variable, si vous voulez. Mais on a vu que ces opérateurs avaient des propriétés très intéressantes. D'abord, ils ont une relation de commutation qui est évidemment héritée de la relation de commutation entre x et p. D'ailleurs, x et p, une fois qu'ils sont adimensionnés, ça fait i. Sinon, sans la dimension, ça fait i h bar, mais x0, p0 ici fait h bar, donc ça adimensionne le h bar. Et puis, donc, la relation de commutation entre a et a croix. Donc ça quand je mets i, c'est-à-dire i fois l'identité, bien sûr. Et là, c'est juste l'identité. Donc a croix moins a croix a, ça fait l'identité. Bon, il suffit d'écrire la relation de commutation. Bon, ça, je pense que vous le connaissez par cœur, et ça, c'est bien de le connaître aussi. Ça se retrouve en 2 lignes, mais c'est bien de l'avoir en tête. A et A croix ont un commutateur égal à l'identité. Enfin, dans cet ordre-là. Évidemment, A croix A, ça fait moins I. OK. Alors, l'intérêt de ces opérateurs, c'est qu'on peut réécrire le hamiltonien de l'oscillateur harmonique en termes de ces opérateurs d'échelle. Et en l'occurrence, on obtient h bar oméga, ce qu'on avait vu, je ne le refais pas, fois A croix A plus 1,5, c'est-à-dire plus l'identité sur 2. Et ce A croix A, on l'avait noté grand N, et on l'a appelé donc opérateur nombre de quanta d'excitation de l'oscillateur harmonique. Donc, nombre de quanta, et puis on discutera ça un peu plus tard. Comme on le voit ici, les valeurs propres, les vecteurs propres
de H sont les vecteurs propres de n, hein, puisque tout vecteur est vecteur propre de l'identité, bien évidemment, pour la valeur propre 1. Donc chercher le spectre, c'est-à-dire les valeurs propres de H, revenait à chercher les valeurs propres de n. Et ce qu'on a vu, c'est que les valeurs propres de n, je ne refais pas le topo, ne peuvent être que entières, et en fait sont tous les entiers. Donc les valeurs propres de n, c'est n, tous les n dans n étoiles. Par conséquent, les valeurs propres de H sont, alors on peut les noter En, E comme énergie bien sûr, on peut les noter, donc ça va faire H bar oméga fois n plus 1,5. Donc voilà le spectre du Hamiltonien. Alors c'est très intéressant. On voit qu'il est quantifié, effectivement, c'est-à-dire que toutes les énergies ne peuvent pas être énergies bien définies pour un système. Voilà les seules énergies propres possibles. Et par ailleurs, oui, alors on voit une autre chose, je vais peut-être commander un peu plus tout de suite après. On voit que l'état fondamental, c'est-à-dire l'état d'énergie minimale, n'a pas une énergie nulle. Hein, contrairement à ce qu'on attend avec un oscillateur harmonique classique, bon, par exemple un ressort, vous les tirez, donc son énergie c'est P2, c'est ça, l'énergie d'un oscillateur classique c'est 1,5 de MV2 plus 1,5 de KX2, donc enfin un P2 sur 2M plus 1,5 de M oméga 2 X2. Et donc, vous pouvez avoir le X que vous voulez, le P que vous voulez, mais en particulier, vous pouvez être au repos, c'est-à-dire le ressort pas étiré, et à vitesse nulle. X égale 0, P égale 0, l'énergie égale 0. Là, ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas d'énergie propre du système nulle. La plus petite énergie, c'est 1,5 de H bar oméga. Donc, il n'est pas possible d'avoir un oscillateur harmonique quantique qui ne soit pas... dans lequel il n'y ait pas de l'énergie. Enfin, un système oscillateur harmonique a forcément de l'énergie, au minimum 1,5 de H bar oméga. Monsieur, oui. J'ai juste une question. Oui. Les valeurs propres, elles sont dans N, pas dans N étoile, non? Ah, pardon, bien sûr, vous avez raison. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis étoile. Merci. Oui, absolument, elles sont dans N. Oui, la valeur propre 0 est possible. C'est justement ce qui correspond à l'état fondamental. Merci. Ok, alors, ce qu'on a vu, enfin, ce qu'on a dit, et là maintenant je vais l'expliciter un peu plus, c'est qu'en outre, les valeurs propres sont non dégénérées, c'est-à-dire que les espaces propres associés à ces valeurs propres sont de dimension 1. Alors on l'a démontré dans le cas où n égale 0, et je vais l'expliciter un peu plus dans le cas, enfin pour tous les n, ça prend 2 lignes. Ce qui fait qu'on peut écrire les vecteurs propres du Hamiltonien, qui sont aussi vecteurs propres de l'opérateur nombre de quanta, simplement en les désignant par la valeur n de la valeur propre en question. Alors s'il y avait plusieurs, enfin si l'espace vectoriel des vecteurs propres associés à la valeur propre n n'était pas de dimension 1, s'il pouvait y avoir plusieurs vecteurs propres pour la valeur propre n, mais qui puissent être orthogonaux entre eux, pas évidemment juste multiples l'un de l'autre, à ce moment-là, on ne pourrait pas écrire ça comme ça, il faudrait préciser lequel. Mais on peut faire ça justement parce que c'est de dimension 1. Alors, je vais le montrer tout de suite. Je peux effacer ça. Ça, on s'en souviendra. Oui, et par ailleurs... Ah oui, enfin, si, oui, je vous l'avais dit, donc... on définit ces vecteurs comme étant vecteurs propres pour l'opérateur nombre de quanta, avec la valeur propre n justement. D'où l'intérêt de cette notation. Et du coup, Hn égale h bar oméga n plus 1,5 n. Ok, alors, comment on a fait pour voir que l'espace propre associé à l'énergie la plus basse, c'est-à-dire pour n égale 0, était de dimension 1. Enfin, simplement, on a écrit la définition de être un vecteur propre associé à la valeur propre 0. Ah oui, je ne l'ai pas répété. Dans le cours de notre exposé, on avait vu qu'en fait, la valeur propre 0 était caractérisée par le fait que
A0 était nul. C'est-à-dire que 0 est effectivement vecteur propre de A, mais pour la valeur propre 0. Également vecteur propre de n pour la valeur propre 0. Et n, je vous rappelle que c'est A croix A. Donc effectivement, c'est A appliqué au vecteur propre 0 qui fait 0. Vecteur propre 0, ce n'est pas le vecteur nul, on est d'accord. Donc, ça, c'est la caractérisation de ce vecteur propre. Et en écrivant A comme ça, vous voyez que ça, en représentation X, c'est une équation différentielle, ceci, puisque donc A, je vais l'écrire, ça fait... alors en représentation X, c'est-à-dire si je cherche la fonction d'onde psi0 de X associée à ce vecteur propre, c'est-à-dire par définition c'est x0, eh bien en appliquant A à 0 et en disant que c'est égal à 0, j'obtiens en représentation X, c'est-à-dire si vous voulez je fais ça, A appliqué à 0 comme ça, donc X c'est simplement X, enfin c'est un X tilde ici, 1 sur racine de 2 si vous voulez, plus I, alors ça fait moins I D sur dx tilde, ce serait moins I h bar, mais on a tout adimensionné. Psi, enfin sur racine de 2 aussi, psi 0 de x égale 0. Voilà ce qu'est cette équation traduite en fonction d'onde. Et donc ça s'intègre, on l'avait fait, et on a trouvé que psi 0 de x, donc c'est une équation du premier ordre, donc il y a enfin l'espace vectoriel des dimensions est de dimension 1. Oui ? Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez écrire un petit peu plus fort, je dirais, c'est-à-dire parce que... Ah, c'est le contraste qui est mauvais. On voit vraiment pas beaucoup là sur le... Ouais. Quand vous effacez avec de la craie, Ok. on voit pas beaucoup là. Ok. D'accord. Je regarde si j'ai... Monsieur, Ouais. vous pouvez aussi essayer de jouer avec la lumière un peu, peut-être ça va être mieux. Avec la lumière. Essayer d'allumer la lumière. Ah, mais la lumière est allumée en fait. Ok. En fait, il faudrait que j'ai un truc qui efface avec de l'eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà jongler avec les 3 tableaux, donc on aura 3 fois un tableau propre, et puis après j'essaierai d'écrire en appuyant plus. Je continue là, ça va quand même à peu près? Ah ouais, je vois que c'est assez merdique. Merde, il n'y a pas d'eau ici, non? Avec les couleurs peut-être, ouais. Est-ce qu'en jaune c'est mieux? Non? Ouais, c'est déjà tout de suite un peu mieux. D'accord. Vous pouvez écrire vite fait la ligne du dessus, s'il vous plaît. Ouais. On voit vraiment. Et en vert, c'est peut-être encore mieux même. Vous voyez quelque chose là? Ouais, on voit un peu mieux, ouais. Un peu mieux. Je me demande si... Je vais quand même... Bon, je vais continuer comme ça. Peut-être après, j'essaierai de trouver de l'eau pour effacer. Là. Il doit y avoir moyen de trouver de l'eau dans les toilettes. On verra. Ouais, donc... Bon, enfin, j'écrivais juste cette équation. On l'a fait la dernière fois, ça, Bon, c'est comme ça qu'on avait obtenu donc l'expression de psi 0 de x, qui était donc un facteur de normalisation. Je ne sais même pas si je vous l'avais donné, le facteur de normalisation. Peut-être pas. Alors, je vous le donne là. Donc, m oméga, une fois qu'on traduit les x0 avec leur valeur, là, d'accord, ça fait m oméga sur pi h bar, le tout à la puissance 1 quart, et exponentielle de moins 1 demi de x sur x0 carré. En fait, j'aurais pu laisser ça. Ce préfacteur, c'est aussi, si vous l'écrivez avec
x0, c'est 1 sur pi x0 carré, le tout puissance 1 quart. Ce préfacteur, c'est le même. Bien. Donc c'est une gaussienne. C'est intéressant en soi. Et en tout cas, c'est un espace vectoriel de dimension 1, manifestement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Enfin si, tous les multiples de ça sont solutions. Si on veut normer la fonction, bah, du coup, on n'a pas le choix du multiple. Enfin, je peux multiplier ça par une phase, IFI quelconque. Ça reste un vecteur propre, bien sûr, pour la même valeur propre. Donc, on choisit celui qu'on veut, hein, bien sûr. Donc, autant choisir celui qui a une phase nulle. Et donc, voilà la fonction propre, la fonction d'onde associée au vecteur propre 0, ici. OK, donc, à l'ordre 0, clairement, compte tenu de l'équation différentielle, il n'y a qu'un seul vecteur, enfin, cette dimension 1, la valeur propre 0 n'est pas dégénérée. Qu'en est-il pour les valeurs propres supérieures? Eh bien, ce qu'on avait vu, alors, je vais changer de tableau, ce sera plus clair. Alors là, c'est le tableau qui est mort. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on avait vu, c'est que donc, quand on applique l'opérateur n, l'opérateur a au vecteur propre n, on a un vecteur propre pour la valeur propre n-1. Valeur propre de n. Et quand on applique a croix, on a un vecteur propre pour la valeur propre n plus 1. Ah, il me reste une chose aussi que je vous avais dite, c'était que il y a une question de normalisation. Donc, l'idée, c'est que... Je vais finir ce que j'ai commencé, c'est-à-dire montrer que c'est de dimension 1 à tous les n. Donc, à l'ordre 0, c'est de dimension 1. Supposons que jusqu'à l'ordre n-1, c'est de dimension 1. Et on va montrer que le rang du dessus, à l'ordre n, c'est encore de dimension 1. Alors, comment on fait ça? Si ce n'était pas de dimension 1 à l'ordre n, ça voudrait dire que j'ai en fait deux vecteurs, par exemple, que je peux noter n1 et n2, qui sont tous les deux vecteurs propres pour la valeur propre n de l'opérateur n, d'accord, mais qui ne sont pas linéairement indépendants. D'accord. Enfin, qui sont linéairement indépendants, pardon. Qui ne sont pas multiples l'un de l'autre. Donc, supposons que ce soit le cas. Pardon. Je les note comme ça. Je leur applique maintenant l'opérateur A. Donc, si j'en ai deux comme ça, qui ne sont pas nécessairement dépendants, je leur applique A. Donc, ça va donner A, N, 1 et A, N, 2. Celui-là est vecteur propre pour la valeur propre n-1 et celui-là aussi. D'après notre hypothèse de récurrence, ces deux-là sont forcément multiples l'un de l'autre, puisque au rang n-1, c'est de dimension 1. D'accord? Donc, il existe un certain facteur k tel que ça, tel que le premier est égal à k fois le deuxième. Ils sont dépendants. Ils sont proportionnels l'un à l'autre. OK, alors maintenant, si j'applique a croix à ça, si je fais a croix a n1, évidemment, puisque a n1, c'est le vecteur k a n2, ça va me faire k fois a croix a n2. OK? Oui, mais sauf que a croix a, c'est n, l'opérateur nombre de quanta. Donc ça, c'est grand N, et ça, c'est grand N. Sauf que par définition, n ici est vecteur propre de grand N pour la valeur propre petit n. Donc tout ça, ça fait en fait n fois n1. Et puis pareil ici, n est vecteur propre de ça pour la valeur propre n, donc ça fait k fois n, n2. Bon,
bah, à moins que n soit égal à 0, mais on a déjà traité le cas n égale 0, on a vu que c'était de dimension 1, à moins que n soit égal à 0, bah, vous voyez bien que n1 est proportionnel à n2. Donc même au rang n, il n'y en a qu'un. Enfin, il n'y a qu'un vecteur propre à une constante près. Okay, donc ça règle ce problème. Tous les sous-espaces propres associés aux différentes valeurs propres n, dans n étoiles, sont de dimension 1. Bon, très bien. Donc le spectre est non dégénéré, c'est intéressant. J'attire votre attention au passage sur le fait que ceci est vrai pour un oscillateur harmonique de dimension 1. Quand vous avez un oscillateur harmonique de dimension 2, oui. Je voulais juste savoir, est-ce qu'on peut revenir sur la deuxième ligne A est égal à K A N? Là, j'ai pas compris. Alors, parce que là, ça, c'est un vecteur propre de n pour la valeur propre n-1. D'accord? Quand on applique A, on descend d'un cran. Or, mon hypothèse de récurrence, c'est que jusqu'au rang n-1, c'est de dimension 1. D'accord? L'espace vectoriel des vecteurs propres associés, enfin, donc pour n égale 0, j'ai dimension 1, ça je l'ai montré. Je suppose que jusqu'à n-1, c'est de dimension 1. Et je regarde au rang n, et là je ne sais pas. Donc je suppose que j'en ai deux qui sont linéairement indépendants. Donc N1 et N2, eux, ils peuvent être linéairement indépendants. Mais si je leur applique A, ça les fait tomber dans cet espace-là, et donc ils sont forcément proportionnels, l'un à l'autre. D'accord? Ok. Parce que c'est de dimension 1 au rang N-1. Or ça, c'est au rang N-1. Donc ils sont proportionnels l'un à l'autre. Ok? Bien, donc finalement, c'est de dimension 1 tout le temps. Ok, oui, donc j'étais en train de dire, c'est non dégénéré, donc de dimension 1, parce qu'on est en dimension 1. Si vous avez un oscillateur harmonique de dimension 2, à dimension 2 par exemple, ou à dimension 3, c'est-à-dire avec un potentiel harmonique 1,5 de K, par exemple, x2 plus y2, d'accord? Voilà un potentiel harmonique à dimension 2. Alors là, vous avez une symétrie dans le système, par exemple, une symétrie de rotation typiquement. Et à ce moment-là, vous allez avoir des valeurs propres qui peuvent être dégénérées. Donc la non-dégénérescence, c'est une propriété importante, mais uniquement, bien sûr, en dimension 1, sur une variable. Ok, alors, on a ça c'est ce qu'on a vu simplement en appliquant n à ça et à ça, on voit qu'on a ça. Mais les opérateurs A et A croix ne sont pas unitaires. C'est-à-dire que si j'applique A ou A croix à un certain vecteur, je ne vais pas forcément trouver un vecteur de même norme, ce qui serait le cas si c'était un opérateur unitaire. Donc, ce que je sais, c'est que si je pars de 0, mon premier vecteur propre, l'état fondamental de l'oscillateur harmonique, et que je lui applique A croix, je vais obtenir quelque chose qui est proportionnel à 1. En tout cas, qui est de valeur propre 1, mais qui ne sera pas forcément normé. Moi, je voudrais construire une base de vecteurs propres normée. Et puis, si j'applique encore A croix, je vais obtenir 2, etc., etc. Donc, comme A croix n'est pas un opérateur unitaire, rien ne garantit que ce vecteur-là, dont je sais qu'il est vecteur propre pour la valeur propre n plus 1, rien ne garantit qu'il va être normé. Donc je vais le normer, juste pour faire une base orthonormée. Donc le 0 dont je suis parti, il est normé, voilà, je l'ai fait à la main, okay, parce que je sais intégrer une gaussienne, je sais, enfin, voilà. Vous prenez module de ça au carré, vous l'intégrez de moins l'infini à plus l'infini, et ça fait 1 si vous avez mis le bon préfacteur. Bon, c'est comme ça qu'on a trouvé le préfacteur. Donc, regardons ce qui se passe. Je suppose, donc je construis ma base pas à pas. 0, c'est fait. Je veux construire 1, puis 2, puis n. Supposons que je suis arrivé jusqu'à n et que j'ai construit donc des vecteurs propres normés jusqu'à n. Donc j'ai n tel que n égale 1. Et je veux fabriquer n plus 1. Donc, je vais appliquer A croix à n et je vais obtenir un vecteur propre de valeur propre n plus 1. A croix, pardon.
quelle est la norme? Donc je voudrais que la norme de... Enfin, je voudrais un vecteur de norme 1. Calculons la norme de ce vecteur. Si jamais il est de vecteur 1, ça y est, c'est gagné, j'ai rien à faire, très bien. Mais ça ne va pas être le cas justement parce que A croix n'est pas unitaire. Mais, donc calculons naïvement la norme, disons la norme au carré de ce vecteur. Ça fait quoi? Ça fait son bras scalaire lui-même, enfin disons lui scalaire lui-même, donc son bras appliqué à lui-même. Donc le bras de A croix n, c'est quoi? C'est bras n A, A, ok, fois A croix n. Ok? Maintenant, si vous vous souvenez, A croix, c'est l'identité plus A croix A, hein, puisque A croix moins A croix A, c'est l'identité. Donc ça, en fait, c'est n, l'identité plus A croix A, appliqué à n. OK? Bon, je développe, donc ça fait 1 entre n et n, donc c'est la norme de n au carré. J'ai supposé que n était normé. Hein. Jusqu'à n, j'ai construit des vecteurs normés. Donc ça me fait simplement 1 pour le n. Et puis plus n, A croix A, n. Mais A croix A, c'est l'opérateur n, pour lequel petit n est de vecteur propre, et vecteur propre de valeur propre petit n. Donc ça fait plus n fois nn à nouveau. Ah, si vous voulez, je peux l'écrire comme ça. Donc si ça, c'est normé, finalement, la norme du vecteur A croix n au carré, c'est n plus 1. Bon, donc si je veux un vecteur normé, il faut que je prenne A croix n et que je divise par racine de n plus 1. Donc en fait, je vais avoir le vecteur n plus 1. Je vais le définir comme étant A croix n sur racine de n plus 1. D'accord? Si je fais ça, il va être normé. Bon, ok. Donc voilà comment je construis ma base. Et comme je sais, comme j'ai montré que les espaces propres étaient non dégénérés, de dimension 1, je pars de 0, j'applique A croix et je divise par racine de 1. Bon, alors là, par 1, ça fait 1. J'applique A croix et je divise par racine de 2, ça me donne le vecteur 2. J'applique A3, voilà, au rang n, j'applique A croix et je divise par racine de n plus 1. Et comme ça, je construis toute ma base. Et je sais que j'ai l'ensemble des vecteurs puisque c'est de dimension 1 à chaque étape. Donc, comme ça, on construit ce qu'on appelle la base de Fock. Alors, je vais continuer là. Je ne sais pas où on en est dans nos décomptes. Quatrièmement, cinquièmement, sixièmement. Je sais pas. Sixièmement. Je sais pas. Base de Fock. FOCK. Donc c'est simplement la base des n ainsi construit pour n dans n. Donc c'est une base de vecteurs propres du hamiltonien ou de l'opérateur n, c'est pareil, qui est très pratique. Vous voyez que c'est une base orthonormée. Ortho, bien évidemment, puisqu'ils sont vecteurs propres d'un opérateur hermitien, en l'occurrence H ou N, pour des valeurs propres différentes. Donc évidemment, ils sont orthogonaux. Et c'est normé parce qu'on l'a fait pour. Voilà, on l'a normé. Donc c'est une base orthonormée de l'espace de Hilbert des états de l'oscillateur harmonique. D'accord ? C'est intéressant parce que jusqu'à présent, dans l'espace des états de position, enfin dans l'espace des états psi
de l'oscillateur harmonique ou de n'importe quelle particule, entre guillemets, soumise à un potentiel quelconque, hein, ce qu'on revoit depuis plusieurs cours, on ne connaissait comme base que des bases généralisées. Hein. On avait la base X, et puis la base P, pour X dans tous les réels, et pour P dans tous les réels. Ça, clairement, ce ne sont pas des vraies bases de l'espace de Hilbert. D'abord, on a vu que en fait, cet élément, il n'appartient pas à l'espace de Hilbert, mais on peut fabriquer les vrais éléments dessus, ok. Pareil pour P. Mais ils n'ont aucune chance d'être des bases de l'espace de Hilbert, des vrais, tout simplement parce qu'il y en a un continuum, il y en a une infinité continue. Or, l'espace de Hilbert des états de position, dont on a vu qu'il était isomorphe à L2 de R, c'est un espace vectoriel de dimension infinie, certes, mais dénombrable. Eh bien, voici une base dénombrable de l'espace de Hilbert. On vient d'en trouver une. Alors, elle n'est pas... celles-ci ont l'intérêt d'être des bases qui correspondent à des états... Enfin, on s'approche infiniment près d'un état qui serait parfaitement localisé en une position, et ça, parfaitement localisé avec une certaine impulsion. Oui ? La base du puits infini, elle était dénombrable, elle aussi, non ? Absolument. Oui, oui, la base du puits infini était dénombrable. Exactement. Oui, oui, oui. Oui, vous avez vu ça au premier semestre. Très juste. Voilà. Donc, en voilà une autre, effectivement, donc qui est intéressante pour beaucoup de raisons qu'on retrouve beaucoup quand on fait de la théorie des champs. La base de Fock est très intéressante. Mais en tout cas, pour l'oscillateur harmonique, on a une base donc constituée de vecteurs propres de l'opérateur n et de l'opérateur h qui correspondent donc à des nombres d'excitation de l'oscillateur harmonique bien définis. Oui ? À quel moment une base infinie est dénombrable ou alors ne l'est plus? Ah, pardon, oui, dénombrable, ça veut dire qu'il existe une bijection entre l'ensemble en question, dénombrable, et n. C'est-à-dire vous pouvez, à chaque vecteur, vous pouvez attribuer un nombre. Bon, alors là, c'est évident puisque c'est directement paramétré avec n. Mais l'ensemble des réels, la droite réelle, n'est pas dénombrable. Hein, ça a été démontré ça, par un magnifique argument de Cantor à la fin du XVIIIe siècle. Vous ne pouvez pas faire une liste, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc., des nombres réels. Il y en a beaucoup trop. Il y en a une infinité de toute façon des nombres entiers, mais vous ne pouvez pas faire une liste. Vous savez par exemple que Q, l'ensemble des rationnels, hein, l'ensemble des nombres qui s'écrivent P sur N pour P et N entiers, enfin P sur Q, je ne sais pas comment. Ça, c'est un ensemble qui est infiniment plus vaste que l'ensemble des entiers, mais en fait non, il a le même cardinal, il est dénombrable celui-là. On peut faire une liste des rationnels. On peut le prendre un par un, lui, le premier, le deuxième, le 12e, etc. Et évidemment une infinité, mais dénombrable. X, non. Voilà. Ok, donc voici une base de l'espace de Hilbert constituée des états propres de l'oscillateur harmonique. Bon. Bah, peut-être on va regarder d'un peu plus près les vecteurs propres alors en question. Ok, allez, je change à nouveau de tableau. Oui, est-ce que j'ai autre chose à dire sur... oui. Oui, je finis juste... Oui. Est-ce que vous pouvez préciser c'est quoi le vecteur propre n plus 1 Je ne vois pas très bien. Oui, c'est a croix appliqué à n divisé par racine de n plus 1. Parce que j'ai calculé que ce vecteur-là, c'est ce que le petit calcul d'avant, a pour norme au carré n plus 1. Donc il a pour norme racine de n plus 1. Donc je divise par racine de n plus 1 pour obtenir un vecteur qui est normé, tout simplement. Et donc ça c'est savoir quelque chose avec base de Fock Oui, c'est comme ça que je construis la base de Fock. À partir du vecteur 0, ok, ça c'est le premier élément, j'applique à croix, et j'ai le premier élément. J'applique à croix, alors sauf qu'il faut, en fait, il faut que je divise par racine de 1, puis par racine de 2, puis par racine de n plus 1. Si je fais ça, en appliquant à croix sur le vecteur précédent, donc à croix, c'est l'opérateur d'échelle qui fait monter d'un cran, en appliquant à croix sur le vecteur précédent et en divisant par racine du nombre que j'obtiens, j'ai le nouveau vecteur, donc qui est le vecteur de la base de Fock. Ok ? Ok, merci beaucoup.
Ok, alors, donc je vais, juste un dernier point sur la base de Fogg. J'ai cette relation-là et je vais en écrire une autre. J'essaye d'effacer légèrement. Ah, mais peut-être que si j'efface avec un... Peut-être qu'avec ça, ce sera mieux. Pas sûr. Ah, mince. J'amènerai un truc avec de l'eau la prochaine fois. S'il y a une prochaine fois. Donc je peux réécrire A croix appliqué à n égale racine de n plus 1, n plus 1. D'accord, hein? C'est la même chose. Si j'applique A à n, qu'est-ce que ça me donne? Ça va me donner un vecteur qui est proportionnel à n-1, bien sûr. Hein? Mais quel est le facteur de proportionnalité? Bon, c'est pareil, il suffit de regarder la norme. Hein? C'est quoi la norme de ça? Est-ce que j'applique la norme ou... Alors, je peux calculer la norme, ça prend une ligne, mais par contre, j'aurai toujours une incertitude sur la phase. Hein, parce qu'une fois qu'on a la norme, le vecteur lui-même, il peut être... je peux multiplier par e puissance i θ, ça ne va pas changer sa norme. Donc, je n'aurai pas l'essentiel... Enfin, je n'aurai pas caractérisé entièrement le vecteur. Donc, comment je vais faire? Ah, d'accord. Je vais écrire que le vecteur n, il est vecteur propre de n pour la valeur propre petit n, par définition. Donc ça, A croix A, c'est, vous vous rappelez, grand N. Donc ça, c'est la définition du vecteur propre n. Eh bien, maintenant, je peux dire que A croix A, c'est en fait... Si vous revenez sur le commutateur ici, A croix moins A croix A, c'est 1. Donc A croix A, c'est A croix moins 1. Enfin, moins l'identité. OK? Donc ça, c'est en fait... A croix n moins n ok, le membre de gauche c'est ça, et A croix n, pardon, donc ça fait ça fait racine de n plus 1, n plus 1, est-ce que c'est ça que je voulais faire? Oui, c'est ça. D'accord, donc ça fait A fois racine de n plus 1, n plus 1. D'accord, j'ai juste utilisé ce que j'ai déjà calculé ici. A croix n, c'est racine de n plus 1, n plus 1. Bon, ça c'est un nombre, je le passe devant. Donc, et le moins n, je le mets de l'autre côté. Hein, donc tout ça, c'était égal à n. D'accord, donc ça, finalement, ça fait n plus 1, n. OK? Donc je vois que A n plus 1, en fait, A appliqué à n plus 1, c'est n plus 1 sur racine de n plus 1, c'est-à-dire racine de n plus 1, n. Voilà. Bon, ben donc je peux compléter ici que AN, donc AN plus 1 c'est racine de n plus 1 n, donc AN c'est racine de n moins 1. Voilà, alors ça c'est à savoir vraiment. Hein. Enfin, il se peut que dans certains exercices on vous le redonne, mais enfin, c'est bien de savoir. Bon, en tout cas, ce qui est facile à savoir, c'est que quand vous appliquez A croix à n, ça fait passer à n plus 1,
mais il y a un facteur, et le facteur, c'est racine du nombre auquel vous arrivez. Et quand vous appliquez A à n, ça fait descendre d'un cran, et il y a un facteur, et le facteur, c'est racine du nombre dont vous êtes parti. Alors pour ne pas se tromper, c'est celui qu'on a dans le nombre qu'on arrive ou le nombre dont on part. En fait, pensez que c'est toujours le racine du nombre le plus grand des deux. n plus 1 ici, n ici. D'accord. Donc les opérateurs d'échelle font descendre ou monter d'un cran, suivant c'est A ou A croix, et il y a un facteur qui est racine du nombre le plus grand. Bon, très bien. Enfin, on l'a calculé, c'est 3 fois rien. C'est juste parce qu'effectivement, A et A croix ne sont pas unitaires. Donc si n est normé, A croix n n'est pas normé. C'est quoi sa norme? Ben, n plus 1, enfin racine de n plus 1. OK. Bon, ben voilà. C'est pas mal. Quelle heure est-il? OK. Excusez-moi juste une seconde. Excusez-moi, c'est un truc un peu urgent. Ok, alors, qu'est-ce qu'on disait? Ça c'est fait, ça c'est fait. Ok, alors cherchons les fonctions d'onde associées. Donc, je vais appeler ça septièmement, du coup, peut-être. Fonction d'onde associée. J'en étais. Ok. Changer de tableau. Donc on a vu pour le quête 0, on a vu que x0, c'est-à-dire par définition phi 0 de x, ou psi 0 de x comme vous voulez, c'est 1 sur pi x0 carré, je vous le redonne encore une fois, puissance 1 quart, e puissance moins 1,5 de x sur x0, le tout au carré, avec x0 qui vaut racine de h bar sur m oméga. Donc ça, c'est une gaussienne, je vous la représente, enfin vous savez tous ce que c'est qu'une gaussienne, en fonction de x. Voilà. Et ça a une largeur de x, enfin, le sigma, c'est x0, en fait. Bien. Quelle est donc la probabilité de trouver la particule, la densité de probabilité de trouver la particule si on mesure sa position en x? Eh bien, ça va être, bien sûr, P de x qui vaut module de phi 0 de x au carré. C'est-à-dire, ça au carré, ça fait donc 1 sur pi x0 carré puissance 1,5. Et puis le carré de ça, donc c'est e puissance moins x sur x, enfin x2 sur x0 carré. Donc c'est aussi une gaussienne, bien sûr. Hein, le carré d'une gaussienne, c'est une gaussienne. Et vous voyez donc que son sigma ici,
sigma x, donc là, enfin, c'est le, si vous voulez, la moyenne de x2, enfin, la variance comment dire, le delta x, ça, là, vous l'avez écrit comme ça ou avec delta x et delta p? Plutôt delta? Ok. Donc, ce delta x là, c'est quoi? C'est la moyenne de x carré moins la moyenne de x au carré racine. D'accord? Et pareil pour p, etc. Alors, voyons ce que ça donne pour cet état. Donc, la moyenne de... en fait, c'est une gaussienne, donc je ne vais pas faire le calcul de la moyenne. Vous savez très bien, c'est la définition du sigma, justement. Une gaussienne qui s'écrit e puissance moins x2 sur 2 sigma 2 a pour moyenne 0. D'accord, parce que c'est centré sur 0, évidemment. La moyenne de x, c'est 0. Moyenne de x. Et la moyenne de x2, c'est justement sigma. Enfin, sigma 2. De sorte que le delta x pour cette gaussienne, c'est sigma. C'est justement le sigma en question. Donc pour une gaussienne, c'est très facile. Simplement, attention, il n'y a pas le signe 2 ici, il n'y a pas le nombre 2 là ici, puisqu'on l'a mis au carré. Hein. La probabilité de trouver, c'est évidemment proportionnel, enfin, c'est le module au carré. Hein. Donc il n'y a pas le 2, ce qui fait qu'en fait, le sigma de cette gaussienne, c'est en fait x0, x0 carré sur 2, c'est le sigma carré, donc c'est x0 sur racine de 2. Donc, pour cette fonction d'onde là, j'ai bien sûr moyenne de x qui vaut 0, et j'ai le delta x qui vaut en fait x0 sur racine de 2. Ok? C'est-à-dire racine de h bar sur 2m oméga, si vous remettez les grandeurs initiales. D'accord? Bon, très bien. Qu'en est-il maintenant du sigma p? C'est quoi le sigma p en fait? C'est le sigma de la transformée de Fourier de ça. C'est-à-dire ici, j'ai cette fonction propre écrite en représentation x. Évidemment, si je l'écris en représentation p, par définition, hein, j'ai phi 0 tilde de p. Et ça, alors comme vous le savez, la transformée de Fourier d'une gaussienne, c'est une gaussienne. Alors, la constante, je ne sais pas, enfin, c'est la normalisation qui va bien, il faut calculer. Et ça va, donc je mets K, et ça va être une gaussienne centrée ici sur 0, parce qu'il n'y a pas de phase là-dedans. Hein, donc, c'est également centré sur 0 en P. Donc, on a un E puissance. Alors, ça va être, donc, j'ai un moins P2 sur P0 carré. Et si vous faites la transformée, vous allez voir que ça vous donne. Il y a également le 2 ici. Voilà. Bon. Ça donne ça. Alors pareil, si on veut la densité de probabilité de trouver la valeur P, si on fait une mesure de l'impulsion, c'est module de ça au carré. Et je peux écrire exactement comme je l'ai fait au-dessus, que la moyenne de la grandeur P, je pourrais mettre des chapeaux, pardon. La moyenne de P, c'est 0, c'est une gaussienne centrée sur 0, d'accord? Et la moyenne de P au carré, ça va être la moyenne de x2, mais avec le sigma, enfin, si je mets au carré, il n'y a plus le 2 là, ça va faire exactement comme là. Et donc, je vais trouver ici delta P qui vaut, P0 sur racine de 2, c'est exactement analogue. Hein. Donc, vous voyez que, c'est-à-dire, si on veut, donc ça fait racine de h bar m oméga sur 2. Voilà. Vous voyez que c'est complètement symétrique comme situation pour cet état fondamental. Donc ça, c'est l'état fondamental. Je l'ai dit, mais je ne l'ai peut-être pas écrit.
état d'énergie minimale, E0 égale h bar oméga sur 2. Vous avez une situation symétrique avec un delta P, delta X qui vaut h bar, enfin ça, et puis delta P qui vaut ça. Et par conséquent, si vous calculez delta X, delta P, vous obtenez ça fois ça, c'est-à-dire h bar sur 2. Très exactement h bar sur 2. C'est intéressant parce que ce que vous voyez, c'est que cet état fondamental minimise la dispersion de l'état en question. Dispersion par rapport à des mesures classiques. D'accord ? C'est-à-dire, dans tous les cas, l'inégalité de Heisenberg vous dit que sigma i, sigma p, ça doit être toujours plus grand qu'h bar sur 2. Mais pour l'état fondamental, qui est une gaussienne, hein, sinon vous ne pouvez pas avoir ça, pour cette gaussienne, vous avez exactement delta x, delta p égale h bar sur 2. Donc c'est, si vous voulez, c'est au plus près d'un état qui ne serait pas dispersé ni en x ni en p. Ça ne peut pas être infiniment pas dispersé et en x et en p. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'en outre, ça se répartit à part égale sur les x et sur les p. Alors, quand on dit ça, il faut faire attention parce qu'évidemment, x et p n'ont pas la même dimension physique. Donc dire qu'il y a la même largeur en x et la même largeur en p, ça ne veut rien dire, ce ne sont pas les mêmes unités, on ne peut pas les comparer. Mais si je les adimensionne avec nos grandeurs depuis le début, ce que vous voyez, c'est que vous avez ici un delta x tilde, x sur x0, qui vaut, hein, puisque x0 c'est justement h bar sur m oméga, racine de h bar sur m oméga, ça fait justement 1 sur racine de 2. Excusez-moi, et après j'arrête. Donc là, maintenant, normalement, c'est bon. Oui, donc vous avez delta x tilde qui fait 1 sur racine de 2 et delta p tilde, hein, si vous divisez par racine de h bar m oméga qui est justement p0, delta p tilde, c'est aussi 1 sur racine de 2. Donc delta x, quand c'est adimensionné, on a évidemment delta x, delta p qui serait supérieur ou égal à 1,5, mais là, c'est égal à 1,5. Et vous voyez que c'est réparti à part égale entre les x et les p. OK ? Oui ? Oui, je ne sais pas, enfin, je ne l'ai pas noté. Enfin, c'est ce qu'il faut pour normaliser. Donc, à la limite, si, enfin, ouais, en fait, si, je vais vous le dire, c'est ça. 1 quart. 1 sur pi p0 carré puissance 1 quart, en fait. Ah, puisque ça doit être normalisé. OK. Bon, ben c'est joli ça. Alors, on va représenter ça dans l'espace des phases. Vous vous rappelez, on avait au tout début, quand j'ai rappelé l'oscillateur harmonique classique, j'ai représenté dans l'espace des phases la trajectoire. Donc, j'avais écrit x tilde, p tilde, une fois qu'on l'a dimensionné. Et on avait vu que classiquement, la trajectoire, c'est que vous avez un... En fait, vous avez la position dans l'espace des phases, enfin, ça tourne comme ça. Alors, si vous, avec ici une normalisation qui dépend si vous voulez, de l'extension maximale que vous aviez mise. Alors là, le x tilde, c'est normalisé, non pas à l'extension de départ. Ah, excusez-moi, je suis confus. Ok, cette fois c'est bon. Je suis vraiment désolé. Oui, on était sur l'espace des phases. Donc, vous vous rappelez qu'on avait, une fois que c'était normalisé, ça tournait avec, c'était la racine de 2, justement. Oh non, c'est pas possible. Cette fois c'est bon. Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, espace des phases. Ok, donc, évidemment, pour un oscillateur classique, l'état, c'est un point là. Il a une certaine position et une certaine vitesse. Et simplement, ça évolue, c'est l'oscillation, quoi. Hein. X et P sont tous les deux en cos oméga t avec pi sur 2 d'écart. Il y a un qui est le cosinus, l'autre qui est le sinus, et ça tourne comme ça. Ce que vous voyez là, c'est que l'état fondamental, c'est pas du tout ça, mais si on le représente dans cet espace des phases, ben vous voyez que vous avez, évidemment c'est une gaussienne, donc c'est une gaussienne en X, c'est une gaussienne en P,
Et en fait, ça vous fait une espèce de... Enfin, il faut imaginer à 2 dimensions la gaussienne, d'accord, comme ça. Hein. Et par contre, c'est un état propre, c'est un état stationnaire. La fonction d'onde, elle ne bouge pas. Enfin, quand je dis elle évolue pas, c'est pas tout à fait, évidemment. Ça, c'est à l'instant t égale 0, par exemple. À l'instant t, hein, vous vous rappelez, si j'écris psi de x et de t, je vais avoir psi de x à l'instant et à l'instant 0, e puissance, moins i e t sur h bar, et e, c'est 1,5 de h bar oméga, pour ce... Hein, moins i e0 t sur h bar, et ça, donc, c'est e puissance moins i oméga t sur 2. Hein, puisque E0, l'énergie de l'état fondamental, c'est h bar oméga sur 2. Mais vous voyez que la fonction d'onde ne fait qu'évoluer avec une phase, enfin comme tous les états stationnaires, donc évidemment ça ne change pas la distribution de probabilité de trouver la particule en x et y. Donc l'état... là, le sigma c'est 1 sur racine de 2, là aussi c'est 1 sur racine de 2. Donc en ce sens-là, vous avez le plus petit paquet que vous puissiez imaginer dans l'espace des phases. On peut imaginer des choses bien différentes, d'ailleurs qui ne soient même pas gaussiennes. Enfin, n'importe quelle fonction d'onde peut s'écrire là-dedans d'une certaine façon. Enfin, il faut que ce soit cohérent entre P et X, puisque l'une est la transformée de Fourier de l'autre. Mais en tout cas, chaque état correspond à une certaine patate là-dedans. Bon, ben là, la patate en question pour l'état fondamental, c'est très précisément la gaussienne la plus petite qu'on puisse imaginer, équitablement répartie entre les P et les X, une fois qu'ils sont normalisés, comme on l'a fait depuis le début. Et bon, bah voilà, c'est bien, c'est comme ça. Mais alors, ce que vous voyez, c'est que cet état, eh bien, il n'est pas du tout oscillant. Il a une moyenne de x qui vaut 0, une moyenne de p qui vaut 0. Donc, c'est comme, enfin, si vous voulez, c'est le plus proche de ce qui serait effectivement l'état de repos de l'oscillateur harmonique. P égale 0, x égale 0, vous le posez sans extension initiale, et il y reste. Alors là, pourquoi il y a une énergie qui n'est pas nulle ? Parce qu'en fait, c'est pas possible d'avoir à la fois une position bien définie et une vitesse bien définie, en vertu des propriétés quantiques, c'est la relation de Heisenberg. Donc il n'est pas possible de se dire, tiens, je vais mettre mon ressort à 0 et je vais lui mettre 0 vitesse. Ben non, si vous êtes sûr qu'il est à 0, sa vitesse, elle est indéterminée. Inversement, vous pouvez lui mettre une vitesse nulle, oui, mais à ce moment-là, sa position, elle peut être absolument n'importe quoi. Enfin, disons, le delta x va tendre vers l'infini, si vous faites tendre le delta p vers 0. Donc, le fait que delta p fois delta x soit supérieur ou égal à h bar sur 2 fait que vous ne pouvez pas avoir un oscillateur harmonique au repos. S'il y a un oscillateur harmonique, il y a de l'énergie dedans, et donc vous voyez dans l'état fondamental, cette énergie qui est l'énergie minimale qu'on puisse avoir, qui est celle-ci, est en quelque sorte équitablement répartie entre le 1,5 de MV2, enfin P2 sur 2M, et puis le 1,5 de KX2, ou 1,5 de M oméga 2 X2. OK ? Bon, ben voilà, c'est la structure de l'état fondamental. C'est important de le connaître, de le comprendre. Et c'est important de voir qu'effectivement, c'est un état stationnaire qui ressemble aussi près qu'on peut d'un état de la position d'équilibre d'un ressort, mais qui a quand même de l'énergie. Et que si vous faites une mesure de l'impulsion, ben vous avez une certaine probabilité de trouver pas 0. Pareil pour la position. Mais en moyenne, ce sera 0. OK. Alors, on va... Oups, pardon. On va essayer de voir les autres fonctions d'onde. Quelle heure est-il ? OK. Alors, OK. Donc, comment on obtient les états excités ? Le premier état excité, c'est l'état 1, dont on a vu qu'on l'obtenait comme A croix appliqué à 0, divisé par racine de 1, bon, donc A croix appliqué à 0. C'est quoi A croix ? C'est l'opérateur, vous vous rappelez,
c'est l'opérateur. Alors j'ai effacé, bien sûr. Ah non, il est peut-être dessous. Ouais, enfin bon. Donc le A croix, c'était A moins IP sur racine de 2. Vous vous rappelez? Donc c'est... J'ai dit A, non. X moins IP sur racine de 2. Donc, enfin, X tilde moins IP tilde sur racine de 2 appliqué à 0. Bon, bah, si je me mets en représentation X, il n'y a pas de difficulté, hein. Je vais donc avoir, alors, si je fais X1, ça par définition c'est phi1 de X, la fonction d'onde du premier état excité, enfin de l'état propre pour la valeur propre 1. Soit dit en passant, donc ça l'énergie c'est E1 égale H bar oméga facteur de 1 plus 1,5, c'est-à-dire évidemment 3,5 de H bar oméga. Oui, je ne l'ai pas reprécisé, mais évidemment, à chaque fois qu'on augmente de n de 1, on augmente de H bar oméga. Donc, il y a, entre les paliers d'énergie, il y a H bar oméga. Le spectre, il commence à 1,5 de H bar oméga, et ensuite, il monte avec H bar oméga entre chaque. Bon, premier niveau excité, on a ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez que ça fait juste x fois phi 0 de x, à x tilde sur racine de 2, moins i fois, alors P tilde, vous vous rappelez que P, c'est moins i h bar d sur dx, moins i h bar d sur dx, mais ici c'est adimensionné, donc c'est divisé par P0, d'accord? Donc c'est ça appliqué à phi 0 de x. Alors en fait, h bar sur P0, si vous vous souvenez, c'est x0. Donc ça, en fait, ça fait 1 sur racine de 2. Le racine de 2 est en facteur d'ailleurs. Donc 1, il est là aussi. Donc 1 sur racine de 2, facteur de x tilde. Donc moins, hein, moins i fois moins i, ça fait moins. Moins, donc en fait, ça fait x0, h bar sur P0. Et donc j'ai x0 d sur dx, c'est pareil que d sur d de x, enfin d sur d de x sur x0. C'est-à-dire x tilde. Hein, donc en fait, voilà l'opérateur en question. Hein. Tout ça appliqué à phi 0 de x. Bon ben voilà, en fait, en représentation x, c'est-à-dire dans son action sur les fonctions d'onde, l'opérateur A croix, c'est ça. Bon, alors il suffit de calculer. Phi 0 de x, on l'a, c'est la gaussienne. Je sais multiplier par x une gaussienne, je sais dériver par x une gaussienne, et je l'écris, et puis j'obtiens quelque chose. Alors le quelque chose, ce que vous voyez, c'est que ça va être... Quand vous multipliez la gaussienne par x, ça fait x fois la gaussienne, vous avez toujours la partie gaussienne, et quand vous dérivez la gaussienne, ça va vous sortir un moins 2x sur x0 carré fois à nouveau la gaussienne, enfin fois l'exponentielle de moins x0. Donc vous pouvez mettre en facteur le puissance moins x sur x0 carré. Et puis devant, il y a des termes en x, c'est un polynôme de degré 1. C'est un polynôme tout bête. Alors je vous la donne la première. Enfin vous la vérifierez, c'est trivial à l'ordre 1. Et puis plus on monte... alors, la première, donc en fait, ça va être proportionnel, je ne mets pas le préfacteur pour l'instant, ça va être proportionnel donc à x e puissance moins 1,5 de x2 sur x0 carré. Et donc si vous la représentez, ça va vous donner un truc, ça va vous donner un truc comme ça. D'accord, c'est toujours la gaussienne, mais multiplié par x, donc c'est une fonction impaire. Notez-le en passant, hein, parce qu'il y a ce x là. Si vous changez x en moins x, ça ne change pas, et ça change en moins lui-même. Bon, ok, très bien.
OK. Et puis, de la même façon, on peut fabriquer tous les n en appliquant, alors, ça va être A croix, il faut l'appliquer n fois, mais attention, à chaque fois, comme il y a ce problème de norme, à chaque fois, il faut diviser par racine du n plus 1. Donc, au rang n, divisé par, enfin, puis rang d'avant, divisé par racine de n, puis racine de n moins 1, racine de n moins 2, jusqu'à 0. Donc, en fait, c'est ça, divisé par racine de factoriel n, appliqué à 0. Vous voyez ? Donc, chaque état n est caractérisé très, très facilement en fonction de 0. Si on veut la fonction d'onde associée, phi n de x, c'est-à-dire par définition xn, ça, eh bien, il faut appliquer cet opérateur différentiel n fois. Donc, il va y avoir des dérivés d'ordre n, d'ordre n-1, d'ordre n-2, etc. Et vous le faites, et ça donne, à chaque fois, ça va donner e puissance moins x, ce terme-là, il est toujours en facteur, et devant, il va y avoir un polynôme de degré n. Parce qu'à chaque fois, à chaque fois que vous dérivez une fois ce truc-là, ça fait sortir 2x. Et si vous dérivez 2 fois, il y aura du x2, 3 fois et du x3, etc. Et donc, ça va vous faire... Et vous avez la somme de tous ces termes, et puis voilà. Donc, je vous donne le résultat. Alors, ça s'exprime en termes des polynômes de Hermite. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les polynômes de Hermite. Non, ça ne vous dit rien? Alors, je vais juste... je vais vous les noter. Donc, par définition... Oui? Et donc, cet opérateur, qu'est-ce qu'il signifie physiquement? Ah, physiquement? Physiquement, l'opérateur à croix, il vous fait monter d'un cran. Maintenant, sur la fonction d'onde, cet opérateur dérivé, là, c'est la forme, ça, c'est la forme de l'opérateur impulsion. Enfin, donc, c'est vraiment ça, en fait. Hein. L'opérateur à croix, physiquement, c'est x moins ip. C'est pas très intuitif, effectivement. Ce que je vous avais montré la dernière fois, c'est qu'il était néanmoins naturel d'introduire l'opérateur que j'avais noté A, donc, qui était x tilde plus ip tilde sur racine de 2, et puis A croix, donc avec le moins. Je vous avais montré que dans l'espace des phases, si vous vous souvenez, je la dimensionne à nouveau, hein, en fait, la position du système dans l'espace des phases, s'il a une certaine position et une certaine impulsion, eh bien, sa position, si vous prenez cet espace des phases comme un plan complexe, sa position, c'est justement x tilde plus ip tilde. Alors, divisé par racine de 2 pour des raisons de commodité, de normes, etc. Mais en fait, du coup, ce x plus ip, c'est dans l'espace des phases le point complexe, le nombre complexe qui correspond à sa position. Bon, c'est pas... Enfin, c'est une remarque comme ça. Enfin, ça montre qu'il y a effectivement un lien entre ces opérateurs et l'espace des phases. Maintenant, physiquement, dire autre chose que ça... Alors, pareil, pour A croix, on avait vu que c'était ça, moins ip, donc c'est le complexe conjugué. Hein. Voilà, alors vous représentez-vous-le comme vous voulez, mais physiquement, la seule chose qu'on peut dire, c'est que ces opérateurs s'avèrent effectivement importants dans la mesure où ils agissent sur les fonctions d'onde ou sur les états propres pour passer à l'état propre du rang du dessus ou du rang du dessous. C'est en quelque sorte c'est plus une propriété mathématique. L'espace des états de l'oscillateur harmonique est architecturé de telle façon que ces opérateurs jouent un rôle fondamental. Maintenant, physiquement, à part leur action sur les états, je ne vois pas trop quoi en dire, en fait. Donc, je ne sais pas trop comment répondre mieux à cette question. OK. Et donc, ensuite, ils se traduisent en termes de fonctions d'onde par des opérateurs dérivés, mais parce que P est un opérateur dérivé sur les fonctions d'onde. Hein. Donc en tout cas, ça donne ça. Et alors, cette fonction d'onde, là, cette fonction d'onde de l'état propre, s'écrit en fait, alors vous allez tout de suite voir comment les choses sortent. Donc,
À chaque fois, il y a 1 sur racine de 2. À chaque fois que vous appliquez à croix... En fait, ça va être cet opérateur-là, puissance n, divisé par racine de n factoriel. Donc, il va y avoir un 1 sur racine de 2 puissance n fois n factoriel. Ça paraît bizarre, c'est quoi ce facteur? Mais en fait, oui, non, il y a 1 sur racine de 2 à chaque coup, et il y a 1 sur racine de n factoriel global. Donc, OK, ça donne ça. Et puis ensuite, vous avez un polynôme, donc, qui est... alors, vous avez la normalisation, donc ça, c'était 1 sur pi x0 carré puissance 1 quart. Bon, ça, c'est la même depuis le début. Hein. C'est le facteur constant du premier qui se balade. Et puis après, vous avez justement le polynôme de Hermite d'ordre n en x sur x0 fois e puissance moins 1 demi de x2 sur x0 carré. Parce que ça, à chaque application de x ou de la dérivée, ce terme-là, il reste toujours présent. Donc ce que vous voyez, c'est ce que j'annonçais juste avant, c'est que la fonction d'onde, de toute façon, c'est une gaussienne avec la largeur x0 carré, ok, mais modulée par un polynôme de degré n à chaque fois, comme on l'a vu. Et alors, ces polynômes de Hermite, quels sont-ils? Donc il n'y a pas une forme... Enfin, il n'y a pas une forme fermée de ces polynômes. Oui? Monsieur, Oui? excusez-moi, est-ce que vous pouvez dire ce que vous avez écrit à la dernière ligne? Oui, pardon. Donc 1 sur racine de 2 puissance n, n factoriel. Ça, c'est ce qui vient de ça et de ça, puissance n, enfin l'autre puissance n. Ça, c'est le facteur de normalisation initiale de la fonction de l'état fondamental 1 sur pi x0 carré puissance 1 quart. Et là, c'est le polynôme de Hermite, Hn, en x, enfin normalisé à x0. Et puis la gaussienne exponentielle de moins 1,5 de x sur x0 carré. OK? Ok, merci. Voilà. Alors ces polynômes sont définis, alors il y a plein de façons de les définir. D'ailleurs, il y a une écriture plus physique, une écriture plus mathématique, c'est-à-dire qu'ils sont reliés l'un à l'autre par des facteurs, enfin bon bref, peu importe, je vous donne une formulation, vous pouvez trouver partout les polynômes de Hermite, mais essentiellement, vous les avez par récurrence. Donc par définition, en tout cas dans la version physicienne, c'est Hn de x, pardon, je vais changer de couleur. Hn de x, donc polynôme de Hermite de degré n, enfin, ou de rang n en x, ça fait, par définition, c'est e puissance, enfin, je vais l'écrire en écriture polynôme. C'est des polynômes qui sont définis indépendamment de la variable, enfin, de la signification de la variable. Donc e puissance x2 sur 2, x moins d sur dx, l'opérateur x moins d sur dx, puissance n, appliqué à e puissance moins x2 sur 2. D'accord? Donc le polynôme de Hermite, c'est que vous faites cet opérateur-là, x moins d sur dx, appliqué à la gaussienne, enfin, d'accord? À la fin, il vous reste e puissance moins x2 sur 2, donc vous remultipliez par e puissance x2 sur 2, donc vous avez viré l'exponentielle, et donc il reste que le polynôme en question. D'accord? Bon, et quand on regarde ça mathématiquement, on voit qu'il y a une formule de récurrence qui permet de les calculer facilement de proche en proche, qui est que Hn plus 1 de x, c'est 2x Hn de x, moins 2n Hn-1 de x. Voilà. Vous avez aussi la relation que H'N de x, donc la dérivée du polynôme, c'est 2n fois Hn-1 de x.
À chaque fois, la dérivée du polynôme, c'est un polynôme de degré n-1, et la relation est très simple, c'est justement ça. Donc ces polynômes ont été introduits par les matheux, hein, Hermite est un matheux, hein, un grand matheux, pour d'autres raisons. Enfin, je veux dire, on comprend bien que cet opérateur-là, x moins d sur dx, enfin, voilà, il joue un rôle en physique, on vient de le voir comment ça se manifeste, c'est juste x moins ip, justement, enfin x plus ip, ça dépend si on prend a ou a croix. Mais mathématiquement, c'est des choses importantes aussi. Bon, bref, donc ces polynômes étaient étudiés bien avant, et on savait en fait déjà que ces polynômes offraient une base de l'espace de Hilbert. C'est-à-dire donc effectivement, l'ensemble des Hn de x, enfin des polynômes Hn de x, quoi, pour n dans n, c'est une base orthonormée de L2 de x. L2 de R, pardon. Hein, l'ensemble des fonctions de carré sommable. Donc c'est une base de Hilbert, de l'espace de Hilbert, des fonctions de carré sommable. Intéressant. Hein, donc si vous faites, ça veut dire que si vous faites somme de Hn de x, Hp de x, vous mettez une étoile, mais de toute façon, ils sont réels, ces polynômes, donc ça ne change rien. Mais disons, vous faites le produit scalaire des deux, de moins l'infini à plus l'infini, vous faites le calcul, ça fait 0. Enfin, ça fait delta np. Bref, ce sont les propriétés de ces polynômes qu'on voit apparaître ici. Donc, voilà. Alors oui, comme propriété générale que je voulais mentionner, donc vous avez h de 0 qui vaut 1, h0, enfin le polynôme le premier, ça vaut 1, le deuxième, ça vaut x, on l'a vu ici, je ne sais plus où. Le deuxième polynôme, oui, c'est bêtement x. Le deuxième, il est donc d'ordre 2, je peux vous le donner ou pas, je ne sais pas si je l'ai noté. C'est 2x2 moins x0 carré, etc. Bon. Ce qui est important, c'est que à chaque n, c'est un polynôme de degré n et qui a n0. Donc il y a n, enfin ça s'annule n fois. Donc vous voyez que pour l'état fondamental, ça s'annule 0 fois, c'est juste le polynôme c'est 1, c'est la gaussienne fois 1. Donc, le premier état excité, il s'annule une fois. Le deuxième état excité, si je le représente, ça fait... Alors à chaque fois, il y a la gaussienne autour, mais... Ah, d'accord, il y a la gaussienne qui tue tout, et puis il y a le polynôme qui oscille dedans. Et vous voyez qu'il a deux zéros, ici et là. Il s'annule deux fois. Et c'est une fonction paire à nouveau. Et un coup sur deux, c'est pair, un coup sur deux, c'est impair. D'accord ? Les Hn où n est pair, c'est une fonction paire. Les Hn où n est impair, c'est une fonction impaire. Bref, il y a un certain nombre de propriétés comme ça qui peuvent être utiles, qui peuvent être utiles aussi d'un point de vue physique, parce que ça vous donne le nombre de fois où ça s'annule. Enfin, bon, bref. Ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, c'est des propriétés bien connues des polynômes de Hermite, qui sont donc les propriétés des états propres, enfin des fonctions propres du hamiltonien de l'oscillateur harmonique. OK. Alors, il nous reste une demi-heure. Je vais dire encore un mot sur ces états-là, parce qu'on va regarder maintenant, la dispersion moyenne de x, moyenne de x2, moyenne de p, moyenne de p2. Alors, ce qu'on voit directement là, justement pour la raison que j'ai dite, c'est que la moyenne de x et la moyenne de p, dans tous les cas, ça va être 0 de toute façon. La moyenne de x2 et la moyenne de p2, évidemment, ça ne peut pas être 0. On a vu que pour l'état fondamental, c'était minimal. Delta x fois delta p, c'était h bar sur 2. Et pour tous les états excités, on va voir que c'est plus grand que ça. Alors, on va calculer combien. Et vous allez voir que c'est très intéressant, ces opérateurs A et A croix. Peut-être là, vous allez voir sortir un petit peu plus de sens physique. Qu'est-ce que je vais laisser ça? Non, je peux effacer ça. On va calculer ces moyennes. On pourrait le faire à partir des fonctions d'onde, c'est-à-dire on a la fonction d'onde avec les polynômes de Hermite, on écrit somme de moins l'infini à plus l'infini de module de ça au carré fois x2 dx,
Et ce que ça vaut, c'est la moyenne des x2. Puis après, on calcule moins la moyenne de x. Bon, ça va être, vu que c'est des fonctions paires, impaires, c'est assez facile de voir que la moyenne de x... Enfin, quand vous mettez le module au carré, du coup, ça devient une fonction paire, même si elle était impaire. Et donc, si vous faites la moyenne de x, x fois une fonction paire, ça, de moins l'infini à plus l'infini, évidemment, ça fait 0. Donc, que la moyenne de x soit 0, c'est trivial. Mais les autres propriétés qu'on va obtenir, soit on fait ça laborieusement en écrivant l'intégrale et en espérant qu'on puisse la calculer. Et pour la calculer au rang n, il faut avoir l'expression du polynôme de Hermite au rang n. S'il faut se taper tous les précédents pour... Bon, bref, c'est l'enfer. Alors qu'en fait, juste avec les propriétés de A et de A croix, on va obtenir les résultats... enfin, importants, peut-être pas importants, mais enfin les résultats, on va dire, significatifs concernant la moyenne de x et la moyenne de p. Donc, allons-y. Où est-ce que je suis? Ok. Je sais pas, sixièmement, septièmement, j'en sais rien. Propriété. Des états excités. Enfin, ou des fonctions d'onde, ou des états, enfin, comme vous voulez. Donc, je vous rappelle que x, c'est x0 sur racine de 2, a plus a croix. Parce que c'était le x tilde, si on divise par x0, c'était a. Oui, c'est ça. A plus, ah bah, ils sont là. Voilà, oui, x, voilà, d'accord. Donc, j'ai remis un x0, là, mais peu importe. Et p, bah, p c'est là, donc je ne le réglais pas. Ok, p c'est pareil. Voilà, allez, je vais mettre le p0. Donc, ça fait moins i p0 sur racine de 2. A moins a croix. Bien. Ok, donc, la moyenne de x, lorsqu'on est dans l'état n quelconque, je prends un état n, d'accord. Donc, par définition, ça fait n fois, alors je vais mettre le x0 sur racine de 2 en facteur, a plus a croix, n. D'accord. Alors, si l'état n n'était pas normé, il faudrait que je divise par la norme de n au carré. Bon, justement, c'est normé, c'est ça l'intérêt. Bon, bah, il suffit de regarder ça pour voir que la moyenne de x, c'est 0. Pourquoi? Parce que a croix, ça fait monter n de 1. Donc ça va faire, ce terme-là, ça va être du... En fait, on sait combien ça va faire racine de n plus 1, n plus 1. Et après, si vous faites le produit scalaire avec n, bah, ça fait 0. n et n plus 1, le produit scalaire, c'est 0, puisque c'est des vecteurs propres pour des valeurs propres différentes. Donc ça va faire 0. Et puis pareil, a, ça va faire tomber n de 1, ça va faire du n moins 1, sauf si n vaut 0, à ce moment-là, ça va faire carrément 0, donc c'est 0 tout de suite, mais sinon, ça fait tomber à n moins 1, et n moins 1 scalaire n, et ça fait 0. Donc ça, c'est évidemment 0. Il n'y a rien à calculer. Pareil pour P. P dans l'état n, bien c'est moins i P0 sur racine de 2, n a moins a croix, n. Pour la même raison, a croix n, ça fait du n plus 1, scalaire n, 0, et a n, ça fait du n moins 1, scalaire n, 0. Donc pan, 0. Donc pour tous les états stationnaires, x est 0 en moyenne, p c'est 0 en moyenne. Bien. Soit dit en passant, ça vérifie trivialement le théorème d'Ehrenfest. Vous vous rappelez, d de la moyenne d'une grandeur quelconque c'est la moyenne du commutateur de h avec la grandeur. Hein? Enfin, si g ne dépend pas explicitement du temps, sinon il faut rajouter la dérivée par rapport au temps. D'accord? Enfin, dérivée partielle. Monsieur, Oui? juste désolé, là on voit vraiment pas. Ah oui. Oui. En haut à droite, là on voit vraiment pas. Ok. Très bien. Là, ça va encore à peu près?
À peine. Plisser des yeux, quoi, mais ouais. Ouais, mais en fait, j'ai repris du blanc, c'est pas bon. Donc, je change de couleur à nouveau. Ok, ce que je disais juste là, c'est que si vous vous souvenez le théorème de Runfest, on a vu que d de la moyenne de x sur dt, ça fait la moyenne de p sur m, ça c'est toujours vrai. Et c'est comme ça qu'on avait identifié que P, c'était effectivement l'impulsion. Hein. P égale mdv sur d, enfin mv, d'accord? Alors là, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est vrai de façon un peu triviale, en fait. Lui, c'est 0, et lui, c'est pas juste que sa dérivée est 0, enfin, c'est constant et c'est 0. Enfin, donc, évidemment, ça, c'est vrai. Par ailleurs, on a, toujours avec le théorème d'Ehrenfest, d de P sur dt. Hein, vous rappelez que ça doit faire... c'est la moyenne, enfin ça correspond à dv sur enfin, dp sur dt égale la force, donc c'est la moyenne de moins le gradient du potentiel, et donc en fait là c'est-à-dire la force. La force pour le potentiel harmonique c'est moins kx si vous voulez, et donc vous avez, enfin k c'était k c'est m oméga, enfin d'accord, on a oméga qui vaut racine de k sur m. Donc K, c'est m oméga 2. Hein. Donc ça, si vous le calculez, vous allez obtenir ça. Et là, vous allez obtenir dp sur dt égale 0. En moyenne. Donc, évidemment, les égalités là, issues du théorème d'Ehrenfest sont garanties, sont vérifiées, mais sont vérifiées de façon un peu triviale. En fait, on a dp sur dt qui vaut 0 tout le temps. P est constante. Donc on n'a pas ce phénomène de solution oscillante qui correspondrait au phénomène classique. Donc j'espère qu'il va me rester au moins un quart d'heure à la fin juste pour vous montrer l'équivalent, enfin ce qui se rapproche au plus près des états classiques de l'oscillateur harmonique, parce qu'il faut bien retrouver les états classiques. Après tout, on est parti du même Hamiltonien. Ok, quantiquement, les choses sont plus subtiles. On a vu comment et pourquoi. Donc il y a ces états propres qui se manifestent. Mais on doit pouvoir reconstituer à partir de ces états propres, qui sont rien d'autre qu'une base de l'espace possible, enfin une base possible de l'espace des états, on doit pouvoir reconstituer tous les états possibles d'un oscillateur harmonique. Et parmi eux, il doit quand même bien y en avoir qui ressemblent à un oscillateur classique. Je veux dire, sinon on ne verrait pas un oscillateur harmonique classique. Donc quels sont ces états? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas du tout les états, les états propres. Mais quels sont-ils? Donc on verra ça. Donc je termine juste ça. On a la moyenne de x et la moyenne de p qui sont trivialement nulles. Qu'en est-il pour x carré? Et puis pour p carré? Donc si je calcule moyenne de x carré... alors il faut que je reprends... Est-ce que bleu, vous verriez mieux? C'est bien ça? C'est mieux en bleu ou pas pour les zooms? Non, parce que ça ne change rien. Non, ouais. Je crois que le vert, c'est peut-être encore ce qu'il y a de mieux. Alors, je vais appuyer fort. Donc, moyenne de x2. Alors, moyenne de x2, donc je fais sortir les préfacteurs, donc x0 carré sur 2, hein, c'est x0 sur racine de 2 au carré. Et je vais donc avoir à prendre entre... Ça, c'est quand je suis dans l'état n. Hein, je fais directement le cas général dans l'état n. Donc, j'ai n, et puis là, j'ai donc a plus a croix au carré. Alors, a plus a croix au carré, ça fait quoi? Ça fait... Alors attention parce que ça ne commute pas a et a croix. Hein, donc vous ne pouvez pas dire c'est a carré plus 2 fois a croix plus a croix carré. Mais si vous faites lui fois lui-même, hein, fois a plus a croix, vous voyez que ça fait a carré d'abord, plus a croix, plus a croix a, lui fois lui, plus a croix carré. Tout ça à prendre entre n et n. Donc vous voyez comment ces petits calculs avec les a et les a croix sont toujours extrêmement simples en fait. Vous avez, alors prenons le dernier terme.
A croix appliqué à n, ça fait du n plus 1. Ça fait racine de n plus 1, mais bon. Puis A croix encore appliqué à ça, ça va faire du n plus 2. N plus 2 scalaire n, 0. Donc ce terme-là, il va donner 0. Ensuite, vous avez... Alors, attention, là c'est plus intéressant. Vous avez A qui fait tomber n à n-1, fois A croix, ça le fait remonter à n, et du coup, scalaire n, ça ne fait pas 0, ça. D'accord? Alors, voyons ce que ça fait vraiment. A appliqué à n, ça fait racine de n, n-1. Je réécris là. A appliqué à n, c'est racine de n, n-1. Et maintenant, A croix appliqué à ça, ça fait... A croix appliqué à ça, ça fait racine de n, n. Ça fait remonter d'un cran avec racine du nombre le plus grand, vous vous rappelez? Donc j'ai racine de n fois n. Donc j'ai n fois n. Donc ce terme-là, il va donner nn. Ça appliqué à ça. Et après, quand je fais produit scalaire avec n, bah, ça va donner n. Ça donne quoi? Oh bah, vous voyez comme je suis pas très futé parce qu'on sait déjà que A croix n, c'est l'opérateur n, grand N. Donc évidemment que ça, c'est vecteur propre pour la valeur propre n. On l'a retrouvé, hein, mais c'est un peu idiot, j'ai calculé pour rien. Soit, en tout cas, ça fait n. Ce terme-là, alors là, A croix appliqué à n, ça me fait racine de n plus 1, n plus 1. D'accord? Et maintenant, j'applique A à ça. Ça me fait chuter d'un, et ça va me faire racine de n plus 1, n. Donc au total, je vais avoir ici n plus 1, n. Et puis lui, c'est pareil. A fait tomber d'un, A carré fait tomber de 2, et donc ça va faire 0. Donc finalement, vous voyez que le calcul du x2 ici, bah, ça nous donne simplement, bon, il y a le x0 carré sur 2, ok, mais ça nous donne n plus 1 plus n, donc 2n plus 1. Donc finalement, avec le 2 ici, ça me fait x0 carré, facteur de n plus 1,5. Pas mal. Bon, il me manque une ligne pour faire P, mais ça va être calqué. Si on fait P, enfin, moyenne de P carré, bon, donc ça va faire, il y aura un signe moins P0 carré sur 2, et vous allez avoir ça au carré, donc ça va être exactement pareil avec un signe moins ici et un signe moins là. Mais il y a un signe moins qui vient du moins i au carré devant, donc ça va faire plus aussi, et donc en fait ça va donner exactement pareil. Donc la moyenne de P carré, je l'écris là, quand on est dans l'état n, c'est, alors sauf que c'est P0 carré maintenant, pardon, ça va être écrit un peu petit, P0 carré facteur de n plus 1,5. Ok, et donc je vais récupérer ça ailleurs. Hop. Ok, alors, donc en résumé, le delta x, qui est donc racine de moyenne de x2 moins moyenne de x2, évidemment ça c'est 0, donc en fait c'est racine de ce truc-là directement, donc c'est x0 sur racine de 2
facteur de n plus 1,5. Non, pas sur racine de 2. Non, x0. Ah oui, le 2, je l'avais déjà absorbé là. OK? C'est bien ça. Et delta P, pareil avec le P, et donc ça fait P0, n plus 1,5. Intéressant. Oui? Ah oui, racine, merci. Merci. Donc finalement, delta x, delta p, eh bien c'est égal à x0, p0, ça c'est h bar, facteur de n plus 1,5. Donc on retrouve que pour n égale 0, l'état fondamental, delta x, delta p, c'est bien h bar sur 2, ça minimise la dispersion dans l'espace des phases. Mais pour tous les états excités, bah, c'est plus grand et c'est de plus en plus grand. C'est en n plus 1,5. D'accord ? Ça, si vous remarquez, c'est En sur oméga en fait. Hein, puisque En c'est h bar oméga n plus 1,5. Donc les niveaux excités, plus ils ont d'énergie, plus ils sont dispersés aussi. C'est proportionnel en fait. Bon, enfin, c'est ce que c'est. Mais vous voyez que l'état fondamental est minimal et lui seul l'est. Bon, ben, très bien. Voilà. Une remarque en passant. Ok, alors je vais passer... Est-ce que vous avez des questions sur ça? Alors bien évidemment, ce sont les états fondamentaux, mais un état quelconque de l'oscillateur harmonique, psi, ça va être une combinaison linéaire, somme des alpha n, n, pour n égale 0 à l'infini. Hein. Dès lors que les états n sont possibles, toutes les combinaisons linéaires sont possibles. Si vous avez un état qui est dans cet état, enfin un système qui est dans cet état-là, votre oscillateur harmonique qui est dans cet état, son énergie n'est pas bien définie, puisqu'il n'est pas état propre du hamiltonien, mais rien ne vous empêche de mesurer l'énergie. Qu'est-ce que vous allez trouver? Si vous mesurez, enfin en moyenne, vous allez trouver ça. Et donc ça va faire somme sur n. Alors, ça va vous faire alpha n étoile, alpha n, donc module de alpha n carré, fois la valeur propre associée n. Donc quelqu'un m'a envoyé une question par mail, je ne sais pas si la personne est là, donc il m'a fait très plaisir, parce que la question c'était, mais les états propres ont des énergies quantifiées, mais est-ce que ça veut dire que toutes les énergies sont quantifiées, enfin qu'il peut y avoir que ces énergies-là dans le système? Non, non, pas du tout. En fait, les états du système ont une énergie bien définie si et seulement si ils sont vecteurs propres du hamiltonien. Donc si et seulement si c'est un de ces états-là, et à ce moment-là, ils ont pour énergie h bar oméga facteur de n plus 1,5. Mais il y a plein d'autres états possibles. En fait, tous les états, enfin l'infinité des états, sauf juste les n pile poil, ils ont tous, enfin c'est des états possibles du système, et ils n'ont pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de valeur énergie qui leur est associée. Mais si on mesure leur énergie, on va trouver aléatoirement les valeurs n avec quelle probabilité? Module de alpha n au carré, enfin si l'état est normé, hein. Somme de alpha n carré égale 1. Et donc en moyenne, enfin l'espérance mathématique, ça va être somme, enfin ça va être ça. Et ça peut être absolument n'importe quoi. D'accord?
Oui. Ça veut dire que dans ce cas-là, l'énergie, elle est indéterminée quand on n'est pas dans le... Oui, oui, il n'y a pas d'énergie associée au système, enfin, il n'y a pas une valeur bien définie de l'énergie. Voilà. Mais si on mesure l'énergie, on va trouver une valeur aléatoirement, l'un des n possibles, enfin, l'un des En possibles, avec la probabilité modulée de alpha n carré. Et en moyenne, oui, c'est ça. Et en moyenne, ça peut valoir n'importe quoi. Mais bon, le terme moyenne est un petit peu trompeur. Strictement parlant, c'est l'espérance mathématique. C'est-à-dire, si vous avez le système, si vous avez 1 million de milliards de systèmes dans le même état, celui-là, et que vous mesurez sur chacun l'énergie, vous allez trouver à chaque fois aléatoirement des valeurs différentes, mais la moyenne de ces valeurs, ça va être ça. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas la moyenne de l'énergie dans le système. Le système, il n'a pas d'énergie bien définie. Mais, néanmoins, enfin, bref. Et cette grandeur se conserve au cours du temps, bien sûr. Hein? La grandeur h est une grandeur conservée, toujours, puisque h commute avec h, bien évidemment. Bon. Ok, what time is it? Ah, 10 minutes. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave. Donc, j'aurais juste vous parler des états cohérents. Donc, du coup, je vais pas démontrer les choses, mais je vais les mentionner. Alors, donc c'est important. L'idée, c'est de voir à quoi ressemblent les états classiques. Enfin, est-ce qu'on est capable de construire des états qui ressemblent à une solution classique avec une oscillation, quoi. C'est quand même un oscillateur harmonique. Est-ce qu'on est capable de voir, de créer un état qui oscille à la pulsation oméga avec la position, c'est-à-dire avec le moyenne de x? On aimerait bien avoir ça, quoi. Je vais mettre x, je ne mets pas x0 parce que x0 c'est notre normalisation qui vaut ce qu'elle vaut. Donc je l'appelle x1 cos oméga t, quoi. Plus phi éventuellement, enfin ça dépend de l'origine du temps où on la met. Disons qu'on la met, enfin ouais, plus phi. On aimerait bien avoir un truc comme ça. Ça ressemblerait à... Là, on se dirait qu'on a quelque chose qui ressemble à un oscillateur classique. Si on est dans l'état ici, dans l'état psi spécial qui correspondrait à x1 et P1, là, justement. Enfin, P1, c'est ça, quoi, du coup. Enfin bon, bref, oui. Voilà. Puisque classiquement, vous pouvez toujours donner... à l'instant t égale 0, vous pouvez mettre votre oscillateur à la position que vous voulez avec la vitesse que vous voulez. Et advienne que pourra. Et après, ça oscille, on sait bien ce que ça devient. Alors, quantiquement, est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui fait ça? Évidemment, il ne peut pas avoir une position et une vitesse bien définies à aucun instant, relation de Heisenberg. Mais en moyenne, enfin, l'espérance mathématique telle que dont je viens de rappeler la définition, pourrait faire ça. Si on avait ça, on serait bien content. Et on serait d'autant mieux content si en plus le paquet d'ondes qui représente donc, qui représente l'état serait aussi ramassé que possible, comme on l'a vu pour l'état fondamental, où on a vu qu'on avait cette gaussienne qui minimise l'incertitude relative, enfin sur x et sur p. Donc en fait, l'état fondamental, c'est un très bon candidat pour ça avec x1 égale 0, quoi. Ok, c'est la position de repos, c'est le plus proche de la position de repos. Mais est-ce qu'on peut construire quelque chose qui serait la position de repos, mais on la décale, quoi. Et alors là, de se placer dans l'espace des phases, c'est intéressant parce que, donc si je remets ici x tilde, p tilde, donc ça c'est normalisé au x0 en question. Hein. Donc on a vu notre état fondamental, on a vu que c'était une petite gaussienne équitablement répartie, là, le plus petit possible, de sorte que delta x, delta p soit exactement h bar sur 2. Ah, et ça, donc voilà, ça
ce n'est possible que pour n égale 0. Bon, ben, très bien, mais en tout cas, on a cette petite gaussienne qui est bien sympathique et qui ne bouge pas d'ici. Alors l'idée, c'est qu'on va se dire, bah, regardons ce qui se passe. Si on prend un paquet d'ondes gaussien, la même chose, hein, enfin, donc on a notre gaussienne, je vais la réécrire, la gaussienne, psi 0 de x. Donc c'était, il y avait le préfacteur, enfin, 1 sur pi x 0 carré puissance 1 quart, là. E puissance moins 1 demi de x sur x0 carré. Qu'est-ce qui se passerait si on prenait ce paquet d'ondes, on avait vu aussi la transformée de Fourier, centrée sur P égale 0, enfin bon, bah ça quoi. Qu'est-ce qui se passerait si je le prenais là, et puis juste je faisais une translation, je le décale, d'accord, je garde mon paquet d'ondes, mais au lieu de le centrer sur 0, je le centre sur x1, d'accord. Ce serait sympathique d'avoir un truc comme ça, enfin, alors je vais écrire en dessous, on pourrait avoir, alors, je vais mettre le paquet d'ondes gaussien comme ça. Alors, je vais dire que je vais le centrer en x1. Je vais toujours le centrer en 0 en ce qui concerne la vitesse. C'est-à-dire, juste, je prends ce paquet d'ondes, enfin, je prends là ce petit volume de l'espace des phases et je le mets là. Ben, en fait, c'est quoi la fonction d'onde associée? Ça va être 1 sur pi x0 carré puissance 1 quart. E puissance moins 1,5 de x moins x1 carré sur x0 carré. Tout simplement. Ça, je sais, ça c'est une fonction d'onde, elle est de carré sommable sans aucun problème, hein, ça décroît méchamment à l'infini. Par ailleurs, elle est normée puisqu'en fait, c'est juste une translation sur l'axe des x. Donc, en fait, ça c'est une fonction possible de l'espace des états. Parfaitement possible. Et donc, bah, c'est un bon candidat pour voir ce qui se passe, d'accord? C'est la position de repos, mais je la décale, et puis je laisse agir et je vois ce qui se passe. C'est intéressant de voir ça. Alors, comment on obtient cette fonction d'onde, en fait? Bah, vous avez vu les générateurs des translations? Je crois qu'on l'a revu un tout petit peu rapidement, mais... non. Justement, l'opérateur P, ça je crois que je l'ai dit quand même, c'est le générateur des translations. C'est comme ça, en fait, initialement, qu'on introduit l'opérateur P, qui s'avère être l'opérateur impulsion, mais qui est introduit, en fait, physiquement, comme le générateur des translations. C'est-à-dire que, pour une translation infinitésimale, l'opérateur T, je veux dire, translation dans l'espace des X, je le translate de dx, en fait, ça, c'est un opérateur unitaire. Je prends la fonction d'onde, je la déplace. C'est unitaire, bien sûr, puisque j'ai la même norme. Si vous intégrez sous la courbe, ça va être la même chose, je vais juste décaler. Donc ça, c'est un opérateur unitaire. Et comme on l'avait fait pour l'opérateur hamiltonien, on peut l'écrire que pour dx qui tend vers 0, évidemment, ça tend vers l'identité, puisqu'une translation de rien, c'est l'identité. Donc ça, c'est l'identité, plus un petit quelque chose proportionnel à dx, au premier ordre. Alors, le plus quelque chose... si vous le normalisez gentiment, ça va vous faire justement sur h bar dx. Ça, c'est juste pour avoir un opérateur hermitien fois un certain truc qui, par définition, est le générateur des translations. Alors, est-ce que c'est avec plus ou est-ce que c'est avec moins? À chaque fois, j'oublie. Oh là là, le temps passe. Ok, je m'arrête là, je vais juste vous donner le résultat. Bon, c'est peut-être bien plus, je ne sais pas. En tout cas, ce que ça vous dit, c'est que... Donc ça, c'est l'opérateur translation d'un petit dx. Et l'opérateur translation d'une quantité finie, bah, en fait, vous itérez ça n fois, hein, vous découpez votre translation en petites... où vous intégrez l'équation, comme on l'avait fait pour obtenir l'équation de Schrödinger. Vous allez voir... et l'opérateur évolution, vous allez voir que l'opérateur qui fait une translation dans l'espace des x de x1, exactement ce qu'on veut ici, en fait, c'est e puissance moins i
x1 p sur h bar. D'accord? Vous appliquez ça, donc si vous l'appliquez à votre fonction 0, la fonction d'onde de l'état fondamental, eh bien effectivement, ça va vous donner ça. Au départ, à l'instant t égale 0. Hein, vous êtes décalé de x1. Là, il y a x1. C'est centré sur x1 maintenant. Bon, bah, c'est une fonction comme une autre, quoi. Alors, les propriétés de l'oscillateur harmonique, mais c'est pas très compliqué à mettre en œuvre, mais je n'ai pas le temps, vous permettent de voir comment évolue ce système. Eh bien, ce système évolue d'une façon tout à fait plaisante, puisque justement, il va rester gaussien au cours du temps, et simplement, il va garder son extension minimale, et simplement, il va se mettre à tourner dans l'espace des phases comme ça. Exactement comme la trajectoire classique. Ça ne prend pas beaucoup de temps à le montrer, mais un petit peu de temps quand même, donc je le fais pas, sachez-le. Alors, c'est intéressant. Alors, par ailleurs, vous pouvez aussi... Donc là, je suis parti d'ici, mais je peux aussi décider de le translater dans l'espace donc des positions, et puis je peux aussi le translater dans l'espace des quantités de mouvement. Je peux lui donner une vitesse initiale à la position x1. Je peux lui donner P1, justement. Comment je fais ça? Ben, je rajoute, si je veux le centrer sur P1 maintenant, ben, je rajoute la phase E puissance I P1x sur H bar. Hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez, ajouter une phase, c'est faire une translation dans l'espace de Fourier. Hein, d'accord? Inversement, si vous faites la transformée de Fourier du truc translaté, ça va vous donner une phase en IKX. D'accord? Bon, c'est les propriétés de la transformée de Fourier. Et l'opérateur de translation dans l'espace des quantités de mouvement, si vous translatez d'un certain petit p, eh bien, ça vous donne exactement I P1. Si vous translatez de P1, l'opérateur X sur H bar. Donc, l'opérateur P, c'est le générateur des translations dans l'espace. L'opérateur X, c'est le générateur des translations dans l'espace des quantités de mouvement. Vous voyez, il y a cette symétrie parfaite entre X et P. Hein, évidemment, c'est des variables conjuguées. Donc, c'est pareil, vous pouvez appliquer ça à la fonction d'onde enfin, à celle-là, par exemple. D'abord, vous le translatez dans X, puis vous le translatez dans P, puis vous démarrez de là. Très bien. Et si vous laissez évoluer, vous allez voir que ça fait ça. Sans s'élargir, c'est extraordinaire, parce que vous avez dû voir la particule libre, quand vous avez un paquet d'ondes gaussien pour la particule libre. D'accord? Donc vous essayez de la localiser à peu près quelque part dans l'espace. Mais évidemment, s'il y a un delta x petit, il y a un delta p qui est grand, et en tout cas, vous ne pouvez pas avoir delta x et delta p qui sont tous les deux nuls. Donc vous essayez de faire un paquet d'ondes gaussien dans l'espace pour une particule libre. Ben, vous allez voir que, en fait, la gaussienne va s'élargir au cours du temps. Vous l'avez vu cet exercice-là? Non? Qui montre que si vous localisez une particule, par exemple un électron, vous le localisez, je ne sais pas, dans sa longueur de Compton, un truc petit, quoi, on peut dire, voilà, il est là l'électron. Bah oui, mais au cours du temps, au bout de quelques nanosecondes même, en fait, le paquet va s'étaler parce que justement, le paquet d'ondes, comme forcément il contient il n'a pas qu'une seule valeur de l'impulsion, il n'a pas juste l'impulsion égale à 0, auquel cas ça ne bouge pas. Il a forcément une gaussienne dans l'impulsion, donc il y a une partie positive qui va étaler par là, une partie négative qui va étaler par là, et donc votre paquet d'ondes gaussien supercentré, bah, au cours du temps, il va s'élargir. Et si vous regardez juste, il suffit d'écrire P2 sur 2m, hein, si vous regardez, vous allez voir que pour une particule de la masse d'un électron, oui, en quelques nanosecondes, ça y est, il ne remplit pas l'univers, mais en tout cas, il est déjà complètement macroscopique. Donc en fait, vous n'avez pas, ça ne fonctionne pas une particule libre comme ça. Ça devient presque une onde plane assez rapidement, enfin. En revanche, une particule plus massive, un grain de poussière, là, vous allez voir que vous pouvez le garder pendant l'âge de l'univers, pendant des milliards d'années, il va pas s'étaler aussi vite. Bref, je pensais que c'est un truc que vous aviez vu. Bref, en général, un paquet d'ondes gaussien, ça s'étale, mais dans le cas particulier de l'oscillateur harmonique, en fait,
le Hamiltonien, P2 sur 2m plus V de x, V1,5 de kx2, fait que, en fait, si vous démarrez comme ça ne s'étale pas, et dans l'espace des phases, ça fait exactement ce qu'on attend que ça fasse, c'est-à-dire que, en fait, ça donne un truc comme ça, avec ici la moyenne. Donc si vous avez démarré à x1, la moyenne, ça va faire 0, bien sûr. Ça fait toujours 0, la moyenne, on l'a vu. Ça fait 0 pour chaque n, donc ça fait 0 pour toutes les combinaisons linéaires de n, mais à chaque instant, vous allez avoir la position qui oscille comme ça, et la position de P qui oscille comme ça, enfin, bref, ça tourne comme un vrai état classique. Ok, bon, je crois qu'il faut qu'on en reste là. Juste un dernier point d'information. Non, mais vraiment, j'écris rien. Juste, il se trouve que ces états-là, cet état-là, par exemple, que je peux représenter comme étant z, en étant avec z égale x plus ip, eh bien, cet état-là, magiquement, mais on comprend bien quand on le fait, il est vecteur propre de l'opérateur A, avec quelle valeur propre? Z. Dingue! Donc en fait, les états, ça s'appelle les états cohérents, les états comme ça qui se comportent au plus près d'un comportement classique. Il se trouve que ces états sont précisément les vecteurs propres de l'opérateur A. Et vous voyez que ça peut être un complexe, puisque A n'est pas un opérateur hermitien, il n'est pas égal à son adjoint. Donc les valeurs propres peuvent être complexes. Mais c'est très intéressant de voir que ces états particuliers sont en fait les opérateurs, les vecteurs propres de l'opérateur A, ce qui vous montre encore que cet opérateur A, c'est pas n'importe quoi. Bon, je suis obligé de m'arrêter là. La semaine prochaine, on démarre les états intriqués, les qubits, etc. On va s'amuser. Ok, ça a été à peu près sur Zoom. Oui. Allez, oui. Est-ce que votre cours il sera sur YouTube? Oui, je vais le mettre sur YouTube. Avec une meilleure qualité, sûrement. Okay. Ouais. Parce que vraiment, c'est vrai que là, le tableau, c'est Ouais. un peu compliqué. Alors, ce que je ferai la semaine prochaine, c'est que j'amènerai un chiffon avec de l'eau pour effacer proprement, que ce soit neuf à chaque fois, en fait. Bon, on en reste là, alors. Monsieur, Oui, allez-y. Monsieur, juste, est-ce que vous avez un tout petit peu de temps pour répondre à une question? Oui, allez-y. En fait, je comprends pas votre schéma des phases. En fait, je comprends pas le cercle que vous coloriez au milieu. En fait, je comprends ce que c'est dans la physique classique avec l'oscillateur, Ouais. les phases, ok. Mais là, je comprends pas. Ben, en fait, ce que je représente ici par une petite tâche, c'est en fait, en quelque sorte, c'est le module au carré de la fonction d'onde. C'est-à-dire, donc on a une fonction d'onde psi de x et de t, à chaque instant, et donc la probabilité de trouver la particule quelque part, si jamais on la mesurait sa position, la densité de probabilité, c'est module de psi au carré. Et donc, évidemment, si la particule était localisée dans l'espace des phases, elle serait, mettons, là, exactement là, et la probabilité de la trouver là, ce serait 1, et de la trouver ailleurs, serait 0. Là, en fait, ce n'est pas possible de faire ça en quantique, bien sûr, parce qu'il y a une dispersion minimale. Et donc, si vous voulez, si je le mets à 3D, ça, enfin, si je le mets, voilà, j'ai x tilde et p tilde, en fait, voilà, vous avez la gaussienne comme ça, quoi. Voilà la probabilité, voilà la fonction, le module au carré de la fonction d'onde, qui est une gaussienne centrée sur 0. C'est ça que j'ai essayé de représenter là. D'accord, ok. Vous voyez à peu près ou? Ouais, c'est bon. Voilà. Et donc, en fait, le truc, c'est que si vous le décalez, eh bien, en fait, ce paquet d'ondes, là, cette gaussienne, va tourner comme un vrai oscillateur harmonique. Ok, d'accord. Ok? Merci. Bah, de rien. Bon, la semaine prochaine, je ferai mieux techniquement. On va progresser.